Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour parler aujourd'hui de quelle stratégie pour moderniser les services publics. C'est d'ailleurs le sens du sujet d'un très bon texte rédigé par Messieurs Dieudonné Bifoumanou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans votre texte que je détiens bien dans mes mains ici, c'est intitulé Modernisation de l'administration publique, état des lieux et que faire. Et déjà, lorsque nous lisons au sommaire, nous comprenons que vous parlez des services de l'État qui sont mal organisés, qui ne fonctionnent pas bien, mais aussi qui sont inefficaces. Mais c'est quand même un état des lieux très salé. Hein. Oui, c'est très salé, mais c'est ça la vérité. Comment vous expliquez ça? Mais c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé des choses. Et d'ailleurs, l'état des lieux que moi j'ai présenté, ce n'est pas un état des lieux inventé par moi-même. J'ai préféré me référer aux autres, ce que les autres disent de cet état des lieux. Et ils n'ont pas tort. C'est-à-dire que nos services ne sont pas efficaces. Et ce document a été distribué déjà même à la présidence auprès des services de l'État, des institutions aussi compétentes comme la présidence, la primature, la vice-primature de la fonction publique, où vous essayez d'expliquer et aussi, comme tout bon chercheur, vous proposez des solutions, des pistes de solutions. Et parmi les pistes magiques, comme vous le répétez toujours ici, vous parlez de la maîtrise des risques. Mais avant d'en arriver, vous dites dans ce texte que nos services fonctionnent encore avec des méthodes de la période coloniale. Mais oui, c'est ce que nous avons hérité et nous n'avons jamais changé quoi que ce soit dans ce sens-là. C'est-à-dire 60 ans après, nous n'avons pas assez évolué. On n'a pas beaucoup évolué du point de vue administratif. C'est-à-dire c'est la même logique administrative qui est en vigueur jusqu'à maintenant. C'est comme par exemple en ce qui concerne la fiscalité. Au moins la fiscalité, nous avons connu quelques réformes fondamentales. D'abord, la plus importante, c'est en 1969, où on a parlé des impôts cédulaires. C'est-à-dire, nous avons les impôts sur les revenus locatifs, sur les bénéfices, à l'époque, on parlait sur les chiffres d'affaires. Mais ça, c'était une étape importante concernant la réforme. Et puis, tout récemment, en 2010, mais ça a commencé en 2012, la TVA. Ça, c'est substantiel et c'est connu, ce sont des réformes visibles. Mais sur le plan administratif, nous avons toujours la même structure, nous avons un secrétariat général, nous avons des directions, des divisions et des bureaux. Des bureaux. C'est-à-dire que c'est la même configuration. Ce n'est pas que c'est cette configuration qui est mauvaise. Oui, mais c'est justement ça la question. Est-ce que c'est la configuration qui est mauvaise, les personnes qui sont mauvaises, ou sinon il fallait adapter autrement au regard aussi de l'environnement, ou sinon de la nouvelle façon de faire et sous d'autres cieux? Maintenant, quand nous voyons l'état des lieux, quand on fait l'état des lieux, on parle de l'état des lieux de nos services, que nous qualifions d'inefficaces. Et là, au moins, je dis que ce n'est pas un débat même à ouvrir parce que l'inefficacité est approuvée par beaucoup de personnes. Maintenant, pourquoi c'est inefficace? C'est inefficace. Faut-il seulement... Est-ce un problème d'organigramme? Est-ce un problème d'hommes? Parce qu'on critique souvent les hommes. Ou c'est un problème de méthodologie, de démarche, de philosophie? Est-ce que les textes n'interviennent pas aussi pour peut-être changer la manière de faire les choses? Justement, les textes ne seront efficaces que quand on a déjà une bonne philosophie, on a déjà une bonne logique, une bonne méthodologie qu'on voudrait couler en moule juridique. Là, on va parler de textes. Mais tant que la méthodologie n'est pas adaptée ou n'est pas bonne, nous allons toujours couler en moule juridique des choses selon cette ancienne logique, cette méthode-là qui n'offre plus. Non pas qu'elle était inefficace depuis le début, non. Il fut un moment où l'administration fonctionnait très bien. Mais à un certain moment, cette administration a commencé à mal fonctionner, à devenir inefficace,
Et on n'a pas changé les méthodes. Et souvent, c'est comme pourquoi nous avons attaqué, abordé ce thème, la modernisation de l'administration publique. Parce que c'est aussi un volet d'un grand ministère, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration publique. Mais nous sommes intéressés du côté modernisation. Quelle démarche ce ministère imprime-t-il pour moderniser l'administration? C'est la question fondamentale qu'on s'est posée. Mais les réponses que nous avons pu avoir d'une façon ou d'une autre, c'est changer de personnel. Le rajeunissement. Le rajeunissement, parce qu'il y a la vieillesse et tout ça. Et c'est seulement ça. Mais vous allez rajeunir quoi? La mentalité ou l'âge? Est-ce que quand vous rajeunissez le personnel? Non, peut-être le personnel jeune est plus mobile, plus efficace que celui qui naturellement est appelé à aller à la retraite. Justement, c'est ça le problème. Est-ce que, si on vote dans l'administration publique, les vieux de plus de 70 ans, ils sont encore combien? Ils ne sont pas nombreux pour qu'on critique la vieillesse. Donc, ce n'est pas un problème d'âge simplement. C'est-à-dire, en rajeunissant l'administration publique, d'office, nous avons une nouvelle énergie, peut-être. Juste, ce n'est même pas ça. Parce que ceux qui sont dans l'administration publique, les vieux ne sont pas majoritaires, ni même la moitié. Donc, ceux qui sont là sont encore forts. Leur intelligence fonctionne très bien. Mais ça prouve qu'il y a autre chose que l'âge. L'âge, c'est un élément, il faut rajeunir, ça c'est tout à fait normal. Il faut préparer la relève. À tout moment, il faut toujours préparer la relève pour qu'il n'y ait pas fracture. Donc, rajeunir n'est pas une mauvaise chose, mais rajeunir avec la même logique, avec la même méthodologie, avec la même mentalité, et là, vous aurez fait quoi? Donc, si nous comprenons bien, c'est plutôt le système qui n'est plus adapté et surtout avec les nouvelles exigences dans la façon de rendre service à la population. Justement, c'est-à-dire que nous sommes en train de procéder par exclusion. Faut-il seulement rajeunir pour dire qu'on a modernisé l'administration? Nous disons non. Vous pouvez bien rajeunir, mais ça ne suffit pas. Sinon, vous aurez des gens sans expérience et qui risquent d'être perdus ou qui vont attendre un certain temps pour se mettre au pas. Et pendant ce temps d'attente, il peut y avoir beaucoup de dégâts aussi. Donc, ce n'est pas le fait de rajeunir qui fait la modernisation de l'administration. C'est vrai qu'on parle aussi, on parle du rajeunissement, mais il y a aussi le fait que le fonctionnaire congolais n'est pas encore payé à la hauteur de ses des services qu'il doit rendre à la population. Est-ce que la rémunération, la motivation de ce fonctionnaire de l'État n'impacte-t-il pas aussi sur son rendement? C'est un élément. Non, mais la motivation, c'est-à-dire la motivation, c'est un élément. Mais la question, est-ce que à cause de la mauvaise rémunération ou une rémunération insuffisante, qu'il y a l'inefficacité? Parce qu'il y a des services de l'État aussi où les gens sont bien payés. Ils ne peuvent pas exiger le ciel pour dire que nous sommes bien payés. Mais il y a des services qui sont rémunérés, qui peuvent permettre les administrés de tenir les deux bouts du mois. Il y en a. Est-ce que c'est pour autant que c'est efficace? Quelques-uns, oui. Pardon? Quelques-uns, quelques services, oui. Même si c'est un seul ou deux. Maintenant, l'efficacité dans ces services-là, comment on peut l'apprécier? Il y a, par exemple, les gens peuvent dire non, il faut moderniser. Comment? Avant, on utilisait des machines mécaniques. Maintenant, c'est l'ordinateur. Il faut informatiser tous les services. Oui, mais les conditions de travail, ça va de soi. S'il Justement. faut améliorer. Mais je vous dis, je procède par élimination. Nous avons dit que le rajeunissement ne suffit pas pour dire qu'on a modernisé. Vous pouvez tout rajeunir, tous les services sont rajeunis, mais il n'y a pas efficacité. La rémunération. La rémunération. Vous pouvez bombarder de bons salaires, mais ce n'est pas évident. Je dis bien, je ne dis pas que c'est un mauvais élément. Non, c'est un bon élément. Il faut bien payer les gens pour qu'ils soient motivés. Mais avec la même méthodologie,
il n'est pas évident d'avoir un bon résultat. Les conditions de travail. Les conditions de travail, ils sont dans des buildings bien climatisés, avec des ordinateurs partout. Ce n'est pas évident qu'on va améliorer le fonctionnement du service, de l'administration. Donc, il ne suffit pas de dire moderniser, mettez des ordinateurs, et qu'il y ait des locaux climatisés pour que les gens soient dans la fraîcheur pour avoir un bon rendement. Ce n'est pas évident. Donc, il y a un autre élément qui dépasse le rajeunissement, un autre élément qui dépasse la rémunération et qui dépasse les conditions de travail. Parce que beaucoup de services ont de bonnes conditions de travail, le résultat n'est pas meilleur. Il y a le rajeunissement, le résultat n'est pas meilleur. Et qu'il y a aussi une bonne rémunération, le résultat n'est pas meilleur. Donc, ça prouve qu'il y a une autre dimension qu'il faut aborder. Parce qu'avec la même mentalité, avec la même méthodologie, vous pouvez rajeunir, il n'y aura pas de résultats positifs. Vous pouvez bombarder des ordinateurs pour que ce soit, ça ne sera pas efficace non plus. Et vous pouvez bombarder des salaires, ça ne sera pas efficace. D'où, j'ai dit que ces éléments-là sont insuffisants pour parler de la modernisation. Alors là, vous êtes déjà dans que faire? Justement. Que faire pour que cette administration qu'on a inventée à l'époque coloniale et même après, quelques années après l'indépendance, qu'elle puisse vraiment revenir avec force pour rendre service à la population, rendre l'État aussi efficace comme nous voyons sous d'autres cieux, une administration assise où parfois on n'a même pas besoin de décisions politiques qui puissent booster les choses, mais parce que déjà l'administration est assise, les choses marchent. Alors comment faire pour que notre administration puisse être aussi efficace et répondre aux besoins de l'État? Oui, raison pour laquelle quand nous posons la question que faire, nous voyons l'individu, on met l'individu au centre. Cet individu, il faut changer sa mentalité, changer sa méthodologie de travail. Or, le changement de mentalité, ce n'est pas en allant avec des micros pour dire changer de mentalité, des pancartes, changer de mentalité pour obtenir ce changement de mentalité. Nous disons, il y a une méthodologie, une démarche simple, connue de plusieurs personnes qui peut être mise en œuvre pour faciliter le changement de mentalité. Et cette démarche, je l'ai toujours répété, c'est la maîtrise des risques. Et lorsque vous parlez de changement de mentalité, ce n'est pas un slogan, ce ne sont pas des bouts de phrases qu'on va peut-être inscrire, qu'on va écrire et afficher sur les portes, les murs de certains bâtiments, mais c'est plutôt tout un système, toute une méthode qu'il faut apprendre. Et alors, une vraie école dont vous disposez les vraies connaissances. Mais justement, c'est-à-dire il faut apprendre. La démarche de la maîtrise des risques, c'est un concept qui contient beaucoup de choses, qui vous change la mentalité, parce que vous serez obligé de travailler conformément à cette maîtrise des risques, qui vous oblige à bien maîtriser la matière, ce que vous êtes en train de faire, et cette méthode vous oblige à vous contrôler mutuellement. C'est-à-dire, on évite beaucoup de choses avec cette maîtrise des risques. De sorte que, et puis la maîtrise des risques, il ne suffit pas de dire dans une administration, nous sommes favorables à la démarche de maîtrise des risques. Et puis c'est tout. Non, il y a des démarches qu'il faut aussi adopter pour que cette maîtrise des risques ne vous fasse pas souffrir pour le changement de mentalité, pour le changement de la méthodologie. C'est ainsi que, quand on décrit la méthodologie actuelle, qui est vieille, mais que nous continuons à utiliser maintenant, nous avons des services de contrôle. Même dans l'enseignement primaire et secondaire, il y a les inspecteurs des enseignements primaires et secondaires dans plusieurs entreprises. Il y a des directions d'audit, il y a des inspections de services. Partout, dans plusieurs domaines, ça existe. Dans plusieurs services de l'État aussi, ça existe. La dimension contrôle. Mais malheureusement, cette dimension contrôle est devenue inefficace. Quand elle était efficace, c'est alors que les résultats pouvaient aussi être intéressants.
Parce que nous parlons de l'impunité, vous sanctionnez tel, demain c'est la même personne que vous retrouvez dans la rue qui vous démontre que non, moi je suis fort, vous m'avez sanctionné, mais je suis là. Donc, avec cette façon de voir les choses, qui a diminué l'efficacité des systèmes, des mécanismes de contrôle, eh bien, nous allons toujours rentrer dans la descente de l'efficacité de nos services. Alors, comme ici, vous parlez de la maîtrise des risques comme étant une méthode qui consiste à identifier et à traiter les événements de toute nature susceptibles d'altérer la capacité d'une décision à réaliser ses missions dans le respect des procédures et des contrôles prévus à cet effet. C'est-à-dire, c'est une école qui doit qui doit vraiment aider les fonctionnaires de l'État à comprendre comment les choses doivent se passer. Donc, il faut des manuels de procédures. Donc, on ne peut plus travailler sans connaître ce qu'on fait en tant que fonctionnaire. C'est ça la démarche. Chercher à connaître ce que quelqu'un doit faire. Ce n'est pas compliqué. Et ce n'est pas qu'il faut faire venir la Banque mondiale ou je ne sais pas des experts de la Banque mondiale pour vous concevoir ce qu'un agent doit faire. Parce que quand vous allez dans plusieurs services, vous rencontrez une dizaine de personnes à un seul poste ou dans un bureau, vous demandez, vous faites quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est parce qu'il n'y a pas de job description. C'est parce qu'il y a encore un désordre. Un poste qui peut être où on peut affecter une seule personne ou deux personnes, vous avez une vingtaine de personnes ou plus. Maintenant, quand on pose la question, vous qui êtes là, qu'est-ce que vous faites? Mais il ne peut pas connaître. Alors comment on peut rendre un service efficace lorsqu'on quand ne on ne connaît pas sait ses pas tâches ce qu'on quotidiennes? doit faire quotidiennement? Oh, la maîtrise des risques commence par là. Première chose, il faut que chacun sache ce qu'il doit faire et pas d'une façon approximative. Parce qu'il y a des services, on a l'expérience dans ce domaine. Vous allez quelque part vous poser des questions sur 4 attributions que la personne doit remplir à tout moment, mais durant toute une année, 2 ans, elle ne fait qu'une ou 2 attributions. Les autres, là, parfois, ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ah, donc ça devrait alors, cette fois-là, donner de bonnes idées à l'État à recruter sur base des besoins, mais aussi des profils qui doivent répondre aux besoins. Ça, c'est dans la suite. C'est-à-dire le point de départ de la maîtrise des risques. Un service est créé, il faut que les tâches soient bien précisées. On doit être capable de répondre à la question qui fait quoi. Mais apparemment, chez nous, chaque secrétaire général, chaque service, chaque établissement, chaque entreprise, c'est d'ailleurs les textes qui les créent, ils ont ce qu'on appelle des directives et des notes techniques qui renseignent bien les spécificités de chaque département, de chaque direction, et ça ne peut peut-être pas se discuter. C'est-à-dire la répartition des attributions auprès de certaines directions, tout ça, est bien faite. C'est sûr, quand vous allez dans un ministère, par exemple, ou dans un secrétariat général, on vous dira que celui-là, c'est le secrétaire général. Et puis après le secrétaire général, nous avons le directeur, chef de division, chef de bureau, ainsi de suite. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, les spécificités des tâches. On sait bien telle direction doit faire ça et ça. Direction des études, direction de ceci. Les textes qui créent prévoient tout ça. Que vous, quand vous êtes dans telle direction, vous faites des études, vous n'allez pas faire le recouvrement. Le recouvrement, c'est la direction du recouvrement qui doit faire ça. Ou direction de ceci. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas d'une façon vague qu'on fait ça. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire le travail. C'est l'homme qui viendra faire le travail. Maintenant, quand vous définissez les attributions d'une direction, mais il faut définir aussi les attributions des animateurs, des acteurs, entre autres le directeur. Qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à telle attribution? D'une façon précise, pas d'une façon approximative comme je l'ai dit. Directeur, vous, directeur, voilà vos attributions et voilà vos tâches. Il doit savoir ça.
Et il y a un document qui permet, qui permet à bien comprendre tout ça. Et c'est comme ici, vous parlez justement de l'administration publique qui devrait être mise en place après avoir répondu aux questions, notamment qui fait quoi et comment, en combien de temps le fait-il, quels sont les éventuels risques ou comment les gérer, quels sont les différents points référentiels de contrôle interne, beaucoup alors de conditionnalités. Maintenant, nous sommes Est-ce qu'on peut comprendre que nos fonctionnaires aujourd'hui sont sous-employés? Mais il y a un chômage déguisé à outrance. Comment vous expliquez ça? C'est ce que je vous ai dit. Il y a des postes où on a besoin de 2 personnes, mais il y a une vingtaine de personnes, une dizaine de personnes. Et ça existe à plusieurs endroits. Mais le plus important, c'est de savoir, je répète, de savoir qu'est-ce que moi je dois faire, ou qu'est-ce que le chef de division, le chef de bureau doit faire, d'une façon précise. Et tel agent, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il faut définir ça dans des documents. Ce n'est pas que non, moi j'ai fait ceci. Non. Où est le document qui vous précise ce que vous devez faire? Donc, la traçabilité doit être effective. De sorte que, quand un directeur, un agent, sait ce qu'il doit faire par rapport à l'organigramme, par rapport à ses attributions, parce que les attributions, il y a une certaine déclinaison. Il y a les attributions, et puis il y a les tâches. Quelles sont les tâches que vous devez poser pour remplir telle attribution? Donc tout ça, on donne avec précision. Maintenant, quand on a à ce niveau-là, on procède, on établit ce qu'on appelle les fiches de poste. C'est-à-dire, monsieur tel, là c'est individuel. Monsieur tel, voilà votre photo. Vous devez faire ça. On vous donne avec des tâches ce que vous devez faire. Que par exemple, à tel niveau, les documents que vous devez traiter doivent venir de tel service, et quand vous l'avez traité, vous devez l'envoyer à tel service. On vous précise tout ça. Et dans un target bien précis. Mais oui, dans la fiche de poste, que vous signez. C'est-à-dire, ça, c'est destiné à vous. Quand vous venez le matin au service, vous savez ce que vous devez faire. Comme ça, quand vous n'avez pas fait ça, vous-même vous reprochez déjà, ça je n'ai pas fait. Parce que la fiche doit être claire. On doit préciser vos tâches quotidiennes là-bas dans la fiche. Ça, nous sommes toujours dans la compréhension de qui fait quoi dans les 2 volets-là. Maintenant, quand vous savez ce que vous devez faire, moi je vais m'occuper de ceci, moi je vais m'occuper de cela. Mais ce n'est pas à vous d'inventer la procédure. Ce n'est pas à vous, individu. Donc, il faut que le service vous garantisse comment vous devez faire ça. Et ça, il y a des documents qui doivent être produits, qu'on appelle les fiches de procédure. On doit produire comment, à travers des fiches de procédure. Comme ça, quelqu'un qui vient, il sait que quand tel document vient de chez tel, il arrive chez moi, moi je dois faire ça et ça, d'une façon précise, et après quand j'ai terminé, voilà ce que je dois faire, voilà à qui je dois envoyer ça. Et les services continuent du début jusqu'à la fin. Et ça nous éviterait aussi la lenteur administrative dont on a toujours parlé. Mais justement, parce que dans la fiche de procédure, on précise même les délais. Quand pour telle tâche, vous devez l'exécuter en 2 jours, en 1 journée, en 3 jours. On vous précise tout ça. Maintenant, quand une tâche qui est prévue pour 2 jours, vous en faites 1 semaine, mais vous devez vous justifier. Vous étiez malade, vous n'avez pas compris ou quoi? Mais si vous n'avez pas bien compris, allez voir vos chefs. Donc, vous voyez que jusqu'à ce niveau, oui, les gens au moins savent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire ça, et en combien de temps ils doivent faire ça. Et vous essayez dans les explications mais ici. Je n'ai pas encore terminé par rapport à la fiche de procédure. À partir de là, vous pouvez aussi dégager les profils que tel travail, qui peut faire ça? Il doit avoir quel prérequis, quelle formation. Et quand vous avez la formation requise pour ce travail-là, ou les prérequis, maintenant, il n'est pas dit qu'il faut être spécialiste dans ce domaine pour qu'on vous engage. Non. On a besoin d'un juriste. On peut l'engager. Il n'est pas dit qu'il est complet. Mais le service a l'obligation aussi de l'aider, de le former, de le recycler. Ça, c'est une obligation du service. Donc, tout le monde ne connaît pas tout. Mais en travaillant,
vous allez découvrir beaucoup de choses sur place et vous allez bien évoluer. Donc, quand on a prévu tout ça, on sait qui doit faire quoi, comment faire ça, quel profil on doit avoir. Vous évitez maintenant l'arbitraire. Ici, on a besoin d'un juriste. Vous n'allez pas prendre un électronicien pour mettre là-bas. Non. Ou là, on a besoin des électroniciens. Vous allez prendre des économistes pour mettre. Non. Donc, au moins, vous savez qu'ici, on doit faire ça et ça. Et même les recrutements fantaisistes vont disparaître. Mais ici, vous essayez, dans les orientations, d'insinuer une sorte de contrôle qui semble être indirect mais efficace. C'est par exemple à partir de cette question, vous dites qui doit assurer que d'une façon transversale, tous les acteurs de l'organisation sont au courant de leur rôle et responsabilités. C'est-à-dire, tout le monde contrôle tout le monde ici. Oui, c'est-à-dire, maintenant, j'atterris pour dire, quand nous avons cette fiche de procédure, vous savez que pour telle activité, on commence ici, l'activité commence ici, et ça se termine de l'autre côté. Quand vous analysez cette fiche de procédure, facilement, on peut aussi dégager ce qu'on appelle les risques. C'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle en termes techniques la cartographie des risques. C'est-à-dire, quels sont les événements qui peuvent vous empêcher d'atteindre les objectifs. Parce que quand vous parcourez la procédure, vous pouvez vous dire, à ce niveau, il y a un risque. Il y a un risque qu'il y ait lenteur, il y a un risque que celui-là ne fasse pas bien son travail, parce qu'il ne sera contrôlé par personne. Ici, il y a un risque, on peut dégager maintenant beaucoup de risques par rapport à, tout justement à cause de la bonne analyse de ce processus-là. Ici, pour passer à telle étape, quelles sont les difficultés qui peuvent nous empêcher pour passer à telle étape? C'est facile de le connaître, ainsi de suite. Mais quand vous avez fait cette cartographie des risques du début jusqu'à la fin, au moins, vous faites ce qu'on appelle la prévention. Vous vous prévenez vous-même en disant, pas je sais que je vais rencontrer tel risque, je me préviens moi-même. Je sais que quand je vais arriver à ce niveau, voilà ce que je dois faire. Mais s'il faut engager quelqu'un ici, voilà comment on doit faire. S'il faut faire un contrôle à ce niveau, un autocontrôle ou bien un contrôle hiérarchique ou horizontal, au moins vous savez qu'à ce niveau, il faut faire attention. Donc avec la maîtrise des risques, on connaît ce qu'on fait, des objectifs très clairs et aussi bien le profil de personnes qu'il faut pour des tâches aussi bien spécifiques. Et effectivement. Maintenant, tout ça, parce que la maîtrise des risques, c'est une finalité. La finalité, c'est que au moins vous êtes prévenu des risques éventuels et vous préparerez en conséquence afin d'atteindre les résultats escomptés. Ça, c'est la finalité. Vous avez maîtrisé les risques. Mais quand on pose la question, comment faire cette maîtrise des risques, c'est là où on retombe sur ce qu'on appelle le contrôle interne. Donc tout ça, quand vous avez, on doit s'assurer que tout le monde connaît ce qu'il doit faire. Mais c'est le contrôle interne qui doit jouer maintenant à ce niveau-là pour dire, vous, est-ce que vous connaissez vos tâches? Oui, je connais mes tâches. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça et ça. Est-ce que j'ai bien fait le travail? Vous-même, vous vous contrôlez. Et quand vous avez terminé, vous envoyez auprès de votre hiérarchie ou bien de votre collègue qui doit aussi faire un contrôle interne pour voir est-ce que le collègue prédécesseur a bien fait son travail. Donc il y a déjà deux personnes qui contrôlent la même situation. Et quand ça va monter chez le chef, lui, va aussi s'assurer est-ce que mes collaborateurs ont bien fait le travail. Si c'est ainsi, il marque son accord et ça monte à la hiérarchie jusqu'à ce que la décision finale sera prise. Et là, cette façon de faire, de prévoir les référentiels de contrôle interne, c'est-à-dire tel doit contrôler à tel endroit, à tel moment, tout ça, c'est ce qui fait le contrôle interne. Donc, on utilise le moyen contrôle interne pour atteindre la maîtrise des risques. Ça peut aussi éviter au gouvernement de crier toujours au détournement. C'est des pratiques parfois que l'on vit. Mais justement, c'est-à-dire, parce qu'à ce niveau-là, on sait facilement identifier l'auteur de la faille. S'il y a eu détournement, on sait facilement dire
que ça ne peut être que tel. Si ce n'est pas tel, donc il est en commune avec tel. Facilement. Parce que la procédure est tellement claire que la personne qui enregistre, par exemple, une secrétaire qui enregistre l'entrée d'un document, et que c'est le directeur qui doit décider. Mais s'il y a eu une mauvaise décision, c'est lui qui est incriminé. Vous n'allez pas perdre du temps au niveau de la secrétaire ou du chef de bureau. Donc, les contrôles internes vous facilitent la tâche. Vous savez que si l'agent, l'erreur a été commise vraiment au bas de l'échelle, c'est qu'avant que ça arrive au directeur, ça passait combien d'étapes? Donc, tout le monde était floué. Tel agent n'a pas vu l'erreur. Son chef de bureau n'a pas vu l'erreur. C'est-à-dire on sait prévenir donc, vous voyez que avant la prise de grandes décisions. Avant tout acte, pas seulement la prise de grandes décisions, mais avant tout acte, et même dans le fonctionnement, vous, chef de division, vous voulez poser un acte, vous devez vous assurer que vos subalternes, les chefs de bureau et les agents, ils ont bien fait le travail. Et c'est facile. Alors, après la compréhension du concept maîtrise des risques, mais ici vous parlez aussi de l'applicabilité de cette maîtrise des risques dans les services publics. Et vous commencez par parler de l'opportunité. C'est quoi l'opportunité pour, par exemple, je peux dire, la Régie des eaux, la SNEL, ce sont des entreprises qui rendent service directement à la population, qui sont en contact directement avec la population. Il y en a plusieurs des services, des entreprises de l'État. Je peux aussi parler, par exemple, de la vente ou de la distribution, de la production des passeports, par exemple. Comment l'État pourrait trouver dans la maîtrise des risques l'opportunité d'améliorer ces services qui sont d'ailleurs beaucoup plus demandés par la population? Mais justement, en faisant l'état des lieux, on est convaincu que les services ne fonctionnent pas très bien. Quelle est l'opportunité? Il faut changer. Donc nous sommes dans une nécessité de changer les choses. C'est ça l'opportunité. On ne va pas dire que bon, c'est mauvais, mais continuons avec cet état mauvais. Non, c'est mauvais, la solution est là. Si la solution n'existait pas, on pouvait encore se gratter les cheveux pour dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? On peut envoyer des experts, je ne sais pas, chez les bons dieux, inspirez-nous la bonne solution. Mais ici, on vous dit la solution est là. Donc, voilà l'opportunité de l'appliquer. Et la solution, c'est aussi vous êtes l'un des rares Congolais qui sont spécialistes dans ce domaine de la maîtrise de risque parce que vous n'êtes pas seulement inspecteur des impôts, vous êtes aussi auditeur interne, membre de grandes organisations internationales. Je vois ici IFACI, l'Institut français de l'audit et de gestion du contrôle interne. Je vois the Institute of International Auditors, IA Global, mais aussi l'Institut des auditeurs internes du Congo, c'est IA toujours, mais RDC. C'est-à-dire que vous êtes vraiment qualifié pour cela. On peut aussi faire recours à vous auprès de ces services. Mais tant mieux. Ce n'est pas ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est de nous faire comprendre. Et que les gens disent que oui, cette démarche est la meilleure. Elle existe déjà? Mais elle existe. Appliquée chez nous, vous avez formé des gens autour de ça, vous, personnellement? Bon, beaucoup formés, pas encore. Mais nous avons été formés et on est en train de l'appliquer. On est en train d'amorcer cela. Est-ce que nous connaissons quand même quelques structures, à part l'État? Est-ce que cette maîtrise de risque a fait ses preuves auprès notamment des institutions privées ici chez nous qui fonctionnent bien, qui ont aussi des rendements, par exemple? Les institutions publiques qui ont amorcé ces processus, ou l'institution publique qui a amorcé ces processus, c'est la Direction générale des impôts. Ah, peut-être c'est la raison de... Là, ils ont déjà commencé parce qu'il y a des job descriptions qui existent au niveau des services. Il y a les fiches de procédure, les 4 grandes activités qui existent, mais maintenant c'est la vulgarisation et ce travail est en train de se faire. C'est la raison Ce n'est peut-être pas aussi du jour au lendemain. C'est peut-être la raison de performance que l'on entend ces derniers temps. Mais entre autres, parce que c'est l'autorité qui veut que ça soit comme ça. Donc, tous les effets positifs que l'autorité engendre, c'est tout ça. C'est lui qui dirige ce début
de la maîtrise des risques. Alors, Donc, au niveau des institutions privées, est-ce qu'on peut dire que les organisations internationales appliquent aussi la même maîtrise des risques? mais oui, surtout dans les banques. Les banques sont les institutions les plus évoluées dans ce domaine. C'est ainsi que nous envions l'organisation des banques. Parce Et que là, vous avez formé les banquiers congolais aussi. bon, former, c'est trop dire. Il y a des enseignements que nous avons dispensés à gauche ou droite, ou des conférences que nous avons tenues à gauche ou droite, qui ont intéressent aidé aussi les gens. vraiment les banques. Pardon? Des conférences qui ont aidé les banques aussi. Mais certainement. Parce que quand on donne une conférence, il y a tous les auditeurs qui sont là. Il n'y a pas seulement que les banquiers, il y a plusieurs institutions qui sont là. Mais nous constatons que les bons élèves, ce sont les banquiers. Mais les autres ont besoin de faire ça, mais il y a encore un retard. Oui, Parce que le plus important, c'est de comprendre l'actuelle inefficacité des services de contrôle. Même dans les entreprises publiques, il y a encore cette inefficacité du service de contrôle. Or, quand les services de contrôle ne fonctionnent pas très bien dans une institution, ça entraîne justement une certaine légèreté, un certain laisser-aller. Mais aujourd'hui, on parle par exemple de l'inspection générale des finances auprès des établissements publics, des entreprises publiques, et même les ministères sont audités par l'IGF. Quel est le rapport entre, par exemple, le travail de l'IGF et aussi la maîtrise des risques? Oui, l'IGF jusque-là fait plus de l'inspection. C'est-à-dire aller constater les irrégularités en fonction des principes préétablis. Okay. Voici les principes qui existent, les textes de loi disent ceci. Maintenant, vous qui avez géré, est-ce que vous êtes conformé à ce que la loi a prévu, à ce que les principes ont prévu? Si oui, on vous applaudit. Sinon, il propose la sanction. Ça, c'est l'IGF. Et en dehors de ça, l'IGF a les droits aussi d'encadrer les services, de montrer la bonne direction qu'il faut suivre. Et c'est sur base maintenant, c'est dans cette des textes fourchette qui existent déjà. Oui. Maintenant, c'est dans cette fourchette que nous estimons que l'IGF pouvait aussi se saisir de telles actions pour la prévention. Parce que l'aspect prévention n'est pas encore mis en exergue. Je constate, à mon avis, que cet aspect n'est pas encore mis en exergue. D'abord, ils sont combien pour cadrer tous les pays, sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'inspection? C'est un grand travail. Et pour vous, si chaque agent, dans chaque service, était formé à cette nouvelle démarche, pouvait mieux jouer le travail, mieux jouer le rôle, et si l'IGF passait, ça ne lui donnerait pas beaucoup de travail. Parce que déjà, à l'AMO, il y aurait eu... C'est ça, c'est-à-dire la maîtrise des risques. Et quand on veut renforcer la qualité du domaine contrôle, nous disons, il y a il faut que les agents soient préparés à l'organisation, deviennent efficaces dans l'organisation. Ils seront capables de dénicher les risques et de faire le traitement de ces risques-là, c'est-à-dire chercher des solutions déjà. Quand vous avez un risque qui peut intervenir dans un mois, mais c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir sur les solutions éventuelles. Ce n'est pas quand le risque intervient puis vous cherchez des solutions. Donc la prévention est renforcée, de sorte que même si le risque intervenait, mais il pourra être atténué. Donc cette logique, ça oblige les gens à changer de mentalité. Parce que vous êtes obligés de vivre à tout instant. Pas seulement aujourd'hui ou une fois par mois, non. À tout instant, vous devez travailler en fonction de ce qu'on vous a demandé de faire avec efficacité. De sorte que quand vous avez fait ça avec efficacité, le contrôle interne travaille très bien. Et c'est alors que nous verront le deuxième larron. L'inspection, c'est parce que nous avons des mentalités encore qui ne sont pas encore très bien appréciées que nous avons besoin de l'inspection. Sinon, dans d'autres pays, l'inspection, dans certains services, on n'a même pas besoin de l'inspection. Mais ici, chez nous, nous avons toujours besoin de l'inspection. Nous sommes dans les services internes. Quand on prend par exemple la DGD, la DG ou DGRAD, ou même les grandes entreprises, genre Régie des eaux ou SNEL, ils ont besoin, ils ont à leur sein des services de contrôle. Mais les services de contrôle, pour qu'ils soient efficaces, ils doivent d'abord s'assurer que les agents maîtrisent bien leur travail, ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la première tâche
qui est disons, dédié justement à la maîtrise des risques. C'est tout un service qu'on doit créer même au sein de notre... Oui, mais c'est la question que je voudrais poser. Qui et comment impulser cette maîtrise des risques? Est-ce que c'est au niveau des entreprises elles-mêmes, au niveau des services de l'administration eux-mêmes, ou sinon ça doit être érigé sous forme d'une direction, d'une inspection, je ne sais pas quoi, une organisation, une institution publique qui aiderait alors les autres services dans leur façon de manager? Justement, c'est-à-dire, maintenant nous prenons... C'est dans une minute, nous sommes arrivés à la fin malheureusement. Nous prenons l'hypothèse d'une institution X. Dans l'institution X, on doit avoir un service de la maîtrise des risques dédié à tous ces travaux, qui doit s'assurer que tous les agents au sein du service savent ça. Dans chaque service, dans chaque institution. Dans chaque institution. Comme ça, s'il y a des mises à jour, c'est le service là qui doit faire les ramassages, les observations et corriger ce qu'il faut corriger. 2, dans chaque service, on doit avoir une inspection des services. L'inspection des services, c'est pour voir de temps en temps s'il y a des manquements, on peut sanctionner toujours. Parce que l'audit interne n'a pas la vocation de sanctionner. Mais l'inspection peut proposer des sanctions. Dans chaque service, on doit avoir une inspection dédiée à ça. Et dans chaque service, maintenant, on doit avoir un service de l'audit interne. Cet audit interne, c'est pour apprécier la qualité du contrôle interne, la qualité de tous les services. Est-ce que les services ont bien compris? Est-ce que le service fonctionne très bien? C'est l'audit qui vient apprécier la qualité du fonctionnement. S'il y a des manquements, ou disons s'il y a des failles, l'audit maintenant vient corriger. Ça, c'est l'audit interne. Maintenant, l'IGF, par exemple, ne fait pas de l'audit interne. L'IGF viendra pour faire ce qu'on appelle l'audit externe. L'IGF peut aller à la DGI, bien que l'audit interne de la DGI a fonctionné ou de la DGDA a fonctionné, mais l'IGF peut arriver à apprécier même la qualité de cet audit interne si c'était bon. Donc là, ça devient de l'audit externe. Et c'est ça la vocation de l'IGF. Et certainement que dans leur évolution, ils vont tendre sérieusement vers ça. Mais ici, nous insistons que dans toute institution, que nous ayons au moins 3 services qui sont complémentaires. Nous avons la maîtrise des risques pour s'assurer que tous les agents ont l'information et savent ce qu'ils doivent faire et comment faire ça. 2, on a un deuxième service de l'inspection pour s'assurer qu'il n'y a pas de violation des principes. Et 3, nous avons l'audit interne qui viendra apprécier la qualité, qui viendra évaluer la qualité du contrôle interne et de la maîtrise des risques au sein du service. Voilà. Quand tous ces services sont au point, eh bien, ça oblige automatiquement le changement de mentalité et vous verrez que l'efficacité qu'on recherche sera là. Voilà, on ne saura pas en dire autant aujourd'hui, M. Bifumano. Je pense qu'on va revenir prochainement. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais nous allons continuer prochainement. On pourrait même faire intervenir d'autres confrères pour vous faire sortir toutes ces idées qui sont aussi géniales. Et aussi, nous rappelons que ce document a été envoyé à beaucoup d'autorités pour appréciation et je pense qu'ils pourraient bien considérer vos idées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce triangle socle du Congo. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.